Pour les autorités de la transition et les partenaires techniques et financiers, il est apparu nécessaire de garantir l'inclusion des femmes dans toutes les étapes du processus de la transition politique au Tchad, entamé le 20 avril 2021. Car impliquer les femmes, mais aussi les jeunes, de manière significative dans le processus décisionnel reste l'une des conditions de la préservation de la stabilité et de l'émergence d'institutions durables de cette transition. Remarquez que vous avez augmenté le quota des femmes. Toutefois, il y a des corporations qui ne respectent jamais le quota des femmes. Nous avons remarqué que le plus souvent, les partis politiques n'envoient pas des femmes quand on demande de liste. Nous avons la corporation des ex-politico-militaires. Nous aimerions leur demander, nous sommes très contents pour le quota qui leur a été accordé. Toutefois, nous souhaitons qu'ils font de leur mieux pour qu'ils puissent nous envoyer les noms des femmes dans leur liste. Aussi, pour finir, je voudrais demander que cette recommandation soit bien claire dans les synthèses. Il ne s'agit pas seulement du Conseil national de transition dans le gouvernement qui viendra, mais aussi dans les grandes institutions de la République, qu'on puisse remarquer la participation des femmes conformément au texte que nous avons en République du Tchad. L'enjeu est de renforcer une véritable prise en compte de la voix des femmes dans le Tchad nouveau qui sortira de ces assises visant la construction commune des nouveaux contrats sociaux. Impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Je crois que nous sommes ici au Tchad, nous sommes méconnus au niveau des journées de la femme rurale. Il y a une journée qui est destinée à toutes les femmes en général et une journée du 15 octobre qui est la journée mondiale de la femme rurale. Nous, les femmes des deux communautés, soi-disant les agricultrices et les éleveurs, femmes, comment on est en train de souffrir, vous voyez. Nous allons demander à l'État de mettre un fonds bien déterminé pour renforcer ces deux femmes-là afin qu'elles puissent faire un brassage entre eux ou bien ça va commencer de la famille, du village, de la communauté, de la ville jusqu'au niveau national et la cohésion sociale qu'on est en train de chanter. Ça va venir d'abord au niveau de la transformation nous-mêmes. Je voudrais intervenir par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Nous savons tous également que dans le secteur de l'entrepreneuriat, tout est informel. Et les femmes n'accèdent pas à des crédits. Et lorsque les crédits sont mis à la disposition des femmes, on ne respecte pas des critères et les procédures sont trop lourdes. Et cela ne favorise pas les femmes. Alors, je voudrais faire des propositions suivantes. Il faut un programme de microfinance qui va appuyer les femmes urbaines et les femmes rurales dans les activités génératrices de revenus. Le gouvernement a mis en place un programme de microfinance, mais c'est des crédits directs. Et ça, c'est contre-procédure. Il faut passer par les institutions de microfinance afin que ces femmes accèdent à des financements qui sont destinés à elles. En amont du dialogue national inclusif et souverain, plusieurs actions de plaidoyer, de promotion et de renforcement de la participation des femmes à ces assises historiques ont été menées. Sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, des rencontres successives ont été organisées à travers le pays pour mettre en place un mécanisme de coordination pour la participation effective des femmes au dialogue national inclusif et souverain. La contribution des femmes au dialogue national inclusif est une grande priorité parce que déjà il faudrait reconnaître que les femmes elles représentent plus de la moitié de la population et c'est elles qui contribuent activement au développement du pays. Et aujourd'hui, avec le dialogue national inclusif, nous nous sommes donné une priorité, celle de coordonner une meilleure participation des femmes. Dans cette dynamique et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, une cellule de veille dénommée Quartier général des femmes a été mise en place au sein du Palais des Arts et de la Culture
où le dialogue national inclusif et souverain s'est tenu. Le quartier général des femmes est un espace de plaidoyer et un lieu de concertation et de mise en commun des potentiels des femmes afin de contribuer activement et significativement au dialogue national inclusif et souverain. De manière générale et au-delà du DENIS, les femmes qui représentent pourtant 52% de la population tchadienne souffrent d'une faible représentativité dans les instances de décision pour des raisons multiples. En ce qui concerne le CNT, dans les 94, respecter l'ordonnance 12 qui institue la parité dans les fonctions électives et nominatives. Monsieur le Président, cette ordonnance doit être respectée dans tous ces termes. Et demander aussi à toutes les corporations de tenir compte de ces 30% dans leur liste. Et je m'en vais attirer l'attention des politico-militaires. Je crois que si les politico-militaires déposent une liste de 45 hommes, nous allons réagir. Nous voulons les 30% dans les 45. Allons bien dire d'adapter le code de la famille avec nos réalités tchadiennes. Nous n'avons jamais dit d'adopter le code de la famille, tout en prenant en compte les réserves. Les défis à relever sont donc de taille. Ils sont liés au respect des normes juridiques qui garantissent les droits des femmes, à la représentation équitable des sexes, à la prise en compte encore limitée de la participation des femmes dans les initiatives politiques, économiques et sécuritaires, à l'autonomisation économique des femmes, à l'accès égal à l'emploi et à l'inclusion des femmes dans les négociations de paix. Que dans les débats, dans les propositions, dans les réflexions, vous puissiez intégrer les dispositions de l'accord de Doha en y incluant les dispositions relatives à la question du genre et de l'équité. À titre d'exemple, aucune femme n'avait été incluse lors de l'accord de paix de Doha au Qatar entre les autorités de la transition et les 43 groupes politico-militaires. Le Tchad éternel nous épie, les peuples nous regardent, l'Afrique nous observe et la jeunesse tchadienne rêve d'avoir un héros. Un vrai héros de la trame de Mandela et de Thomas Sankara et tous les meilleurs. Nous savons qu'il y a un qui est sur le tremplin. Ne les en disons pas en erreur. Aidons-le à devenir un héros africain, une référence pour notre jeunesse en mal de référence. Grâce au travail de plaidoyer, le nombre des femmes déléguées au dialogue national inclusif et souverain est passé de 100 à 253, soit près de 20% de l'ensemble des délégués. La participation et le leadership des femmes ont été ainsi renforcés dans les 5 groupes thématiques du DENIS, à savoir paix, cohésion sociale et réconciliation, forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoraux, droits et libertés fondamentales, politique publique sectorielle et questions sociales. Les groupes de travail paix, cohésion sociale et réconciliation et questions sociales ont compté plus de 30 participantes actives qui ont présidé les rencontres, rendu compte des décisions et recommandations techniques et veillé à ce que les aspirations des femmes soient prises en compte dans les décisions. Je rêve d'un Tchad où une femme a les mêmes chances qu'un homme pour construire son avenir, où l'enfant, surtout la petite fille, a droit à une éducation de qualité. Je rêve d'un Tchad où la justice sociale n'est pas un vain mot, mais une véritable réalité. Où les personnes vulnérables se sentent protégées et fières d'appartenir à la société. Le dialogue national inclusif et souverain terminé, le défi urgent et fondamental
est de promouvoir un taux d'inclusion des femmes d'au moins 33% dans toutes les décisions du processus de transition. Les femmes doivent donc veiller de manière constante à ce que toutes les résolutions et recommandations prises par le dialogue national inclusif et souverain de Nice soient effectivement mises en œuvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce 17 février 2023 pour Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Le chef de l'État participera à la 36e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine consacrée à l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange intercontinentale ZLECAf. Toujours dans le même cadre, ouverture ce 16 février 2023 à Addis Abeba des travaux de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, une rencontre consacrée aux préparatifs de la 36e conférence des chefs d'État et du gouvernement. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. C'est dans l'enceinte du siège de l'organisation continentale à Addis Abeba en Éthiopie que se sont ouverts les travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine sous le thème « L'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf ». La cérémonie d'ouverture de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif, organisée dans la salle plénière Nelson Mandela, a été marquée par l'intervention du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a rappelé les défis auxquels font face les États membres de cette organisation panafricaine, est suivi par celle de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, par ailleurs présidente du Conseil exécutif. Les travaux auxquels participent le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamassala Nadif et l'importante délégation qui l'accompagne dureront 10 jours. Ils pencheront entre autres sur l'examen du rapport de la 45e session ordinaire du Conseil des représentants permanents, le rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes, l'examen des projets d'instruments juridiques, les nominations et les rapports des sous-comités techniques et le comité ad hoc. Cette session a vu aussi la présence des responsables des organes et bureaux de l'UIA ainsi que de nombreux partenaires. Il convient aussi de rappeler que cette 42e session ordinaire du Conseil exécutif est préparatoire à la 36e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu les 18 et 19 prochains. Et puis, cérémonie du lancement officiel de la boutique de vente de produits locaux. C'est une initiative de l'association Betal Nadia qui est d'accompagner les promotrices et promoteurs à écouler facilement leurs productions. La cérémonie a eu lieu ce 17 février 2023 dans l'enceinte de la dite association à Moursal dans la commune du 6e arrondissement civil. Afin d'accompagner les promotrices et promoteurs à faire écouler facilement leur production et de leur faciliter la vente, que l'association Betal Nadia a pris l'initiative d'ouvrir la nouvelle boutique dénommée Boutique de vente de produits locaux, destinée à la vente des matériels, des emballages et des outils d'analyse des produits agroalimentaires et cosmétiques des fournisseurs locaux. La cérémonie du lancement officiel a lieu ce 17 février 2023 dans les locaux de la dite association en présence des responsables de Betal Nadia et des partenaires techniques et financiers. Mahayadine Salah, membre fondateur de l'association Betal Nadia, explique les processus qui ont conduit à la création de cette association. Et j'ai monté 4 projets. Le premier projet que j'ai monté, ça s'appelle eau assainissement. Et l'AFD a financé le projet eau assainissement qui a permis d'avoir 50 km de tuyauterie, 50 bornes fontaines et également des canaux de canalisation de l'eau. J'ai monté un deuxième projet que j'ai appelé projet santé urbaine.
j'ai remis à niveau les 36 centres de santé, parce que le ministère de la Santé avait des centres de santé, mais qui parfois n'étaient pas à niveau. Vous avez des centres de santé qui n'avaient pas de pharmacie, vous avez des centres de santé qui n'ont pas de laboratoire, qui n'ont pas de salle d'accouchement, qui n'ont pas de salle d'attente. Et à l'époque, à la mairie, on a essayé de mettre à niveau tous les centres de santé. Ça, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, je me suis dit que si les jeunes, on n'arrive pas à leur trouver de l'emploi, ils vont s'occuper de nous. Donc comment faire? Et on s'est retrouvé avec l'administration, le secteur privé, la chambre de commerce, et on a créé Bet Al Najah, qui est la maison de la réussite. Donc nous sommes en train de voir. À l'époque, dans notre esprit, c'est que les jeunes qui viennent, qui ont fini les études, et qui n'arrivent pas à être intégrés, il faudra qu'on arrive à leur demander et les aider à être des entrepreneurs dans leur formation. Et c'est comme ça que Bet Al Najah est né. En 2014-2015, je vous assure qu'on cherchait encore le financement pour pouvoir fonctionner. Mais aujourd'hui, moi je suis content parce que je sais que nous avons formé des centaines de personnes qui peuvent produire et qui aujourd'hui, on va peut-être dans la boutique trouver les produits qu'ils ont fait localement. Ouvrant officiellement la boutique, le vice-président des ventes Aladoum Asdim a remercié la présence de tous avant de citer les bien fondés de cette boutique. Ce point de vente ne va pas seulement permettre à nos promoteurs et promotrices, mais c'est l'occasion aussi de lancer un appel à tous les transformateurs, tous les transformateurs des produits locaux qui pourraient aussi à travers cette boutique trouver un endroit idéal pour la promotion, la valorisation et la vente aussi de leurs produits locaux. Donc c'est aussi le lieu ici de leur assurer que la porte de cette boutique restera toujours ouverte à tous les promoteurs et toutes les promotrices. Et que nous espérons qu'à travers cette boutique, un dénouement heureux et un partenariat solide va se consolider pour pouvoir nous permettre encore d'ouvrir d'autres boutiques de vente des produits locaux dans d'autres villes et pourquoi pas dans d'autres arrondissements de la ville de N'Djamena. La coupure du ruban et la visite guidée de la boutique ont mis terme à la cérémonie. Depuis plus de 3 jours, la ville de N'Djamena est couverte de poussière ou encore l'harmattan qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, causant ainsi certaines maladies comme les rhumes et autres. À ce sujet, notre reporter Oumar Mohamed Ida a interrogé le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Hamid Abakar Suleiman, sur comment se protéger. Suivez. À des inconvénients. Et parmi les inconvénients de la poussière, par exemple, donc ça affecte la santé, par exemple, en causant des maladies respiratoires, telles que le rhumatisme ou des maladies d'asthme et tout ça. Et ça affecte le transport, par exemple. La poussière laisse des dépôts sur le pare-brise et le rétroviseur. Et donc, elle aussi, c'est-à-dire la poussière diminue la visibilité. Donc, ça cause encore d'autres accidents. La poussière affecte les yeux des motocyclistes et des cyclistes. Et donc, ça contribue aussi c'est-à-dire à provoquer des accidents de circulation. Tout ce qu'on peut dire à la population pendant cette période, prenez soin de vos enfants, loin des routes des motocyclistes et des véhicules. Aussi, il faut les protéger parce que ça va créer, quand ils sont exposés, si les enfants sont exposés à des poussières, ils peuvent avoir des crises d'asthme ou de rhume ou tout ce qui va avec. Et donc, je pense que le ministère de la Santé est mieux placé pour vous dire des effets sur la santé. Et sur ce, s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci.